La pluie tambourinait doucement contre les vitres de la maison d'Édimbourg, créant une mélodie apaisante qui résonnait dans le salon. Frances, une petite fille de 10 ans aux cheveux auburn et aux yeux verts pétillants, était assise au piano, ses doigts effleurant délicatement les touches d'ivoire. C'était une journée ordinaire d'automne, mais le destin avait prévu de la transformer en un moment extraordinaire qui changerait sa vie à jamais. En rentrant de son cours de piano ce jour-là, Frances avait entendu un miaulement plaintif provenant d'une ruelle. Guidée par sa curiosité et son cœur compatissant, elle s'était aventurée sous la bruine pour découvrir une petite chatte, à peine plus grande qu'un chaton, blottie contre un mur. Ce qui avait immédiatement captivé Frances, c'était la marque distinctive en forme de croissant de lune sur le poitrail blanc de l'animal, contrastant avec son pelage gris argenté. « Viens, n'aie pas peur », avait murmuré Frances en tendant doucement la main. À sa grande surprise, la petite chatte s'était approchée sans hésitation, comme si elle l'attendait depuis toujours. Leurs regards s'étaient croisés, et Frances avait ressenti une étrange familiarité, comme si elle s'était déjà rencontrée dans une autre vie. Le père de Frances, Robert Mackenzie, un professeur de littérature respecté à l'université, n'était pas particulièrement enthousiasmé par l'idée d'accueillir un animal de compagnie. « Les chats sont imprévisibles, Frances », avait-il dit avec une certaine réticence. Mais quelque chose dans la façon dont la petite chatte s'était installée naturellement près du piano, écoutant attentivement Frances jouer ses gammes, avait touché une corde sensible chez lui. « Elle s'appellera Luna », avait déclaré Frances avec conviction, le nom lui venant spontanément à l'esprit comme une évidence. Son père avait levé un sourcil, intrigué par le choix. « Luna ? Pourquoi ce nom ?» Frances avait hésité, incapable d'expliquer clairement pourquoi ce nom lui semblait si juste. « C'est à cause de la marque sur son poitrail », avait-elle répondu, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Les jours suivants, Luna s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle maison, comme si elle y avait toujours vécu. Elle développa rapidement des habitudes particulières qui intriguaient la famille. Chaque fois que Frances s'installait au piano pour pratiquer, Luna prenait place à côté d'elle sur le banc, attentive à chaque note. Plus étrange encore, elle semblait réagir différemment selon les morceaux joués, montrant une préférence marquée pour Chopin et Debussy. Un soir, alors que Frances jouait une nocturne de Chopin, elle remarqua que Luna fixait intensément un vieux portrait accroché au mur du salon. C'était une photographie en noir et blanc de sa grand-mère, Elizabeth Mackenzie, une pianiste de renom qui avait enseigné au Conservatoire royal d'Édimbourg. Frances n'avait jamais connu sa grand-mère, mais son père lui avait souvent parlé de son talent exceptionnel et de son amour pour la musique. Ce que Frances ignorait encore, c'était que sa rencontre avec Luna n'était que le début d'une histoire extraordinaire qui transcendait le temps et la musique. Dans les semaines qui suivirent, des événements étranges commencèrent à se produire, des coïncidences troublantes qui suggéraient que le lien entre Frances et Luna allait bien au-delà d'une simple relation entre une fillette et son chat. La musique devint leur langage secret, une façon de communiquer que personne d'autre ne semblait comprendre. Parfois, Luna réagissait à certaines mélodies avant même que Frances ne les joue, comme si elle les connaissait déjà. Ces moments créaient une atmosphère presque magique dans la maison des Mackenzie, où le piano, Luna et Frances semblaient fusionner en une seule entité harmonieuse. Robert Mackenzie observait cette relation particulière avec un mélange de fascination et d'incrédulité. En tant qu'homme de lettres, il était habitué à chercher des explications rationnelles, mais ce qui se passait entre sa fille et Luna défiait toute logique. Il commença à prendre des notes dans son journal, documentant les comportements inhabituels de Luna et son influence mystérieuse sur le développement musical de Frances. Les années passèrent, et Frances, maintenant âgée de 14 ans, s'épanouissait comme pianiste. Son talent naturel, encouragé par la présence constante de Luna, semblait grandir de jour en jour. Les professeurs de musique étaient stupéfaits par sa capacité à interpréter des morceaux complexes avec une maturité émotionnelle rare pour son âge. Ce qu'ils ignoraient, c'était le rôle mystérieux que jouait une certaine chatte grise dans cette évolution extraordinaire. Un après-midi d'hiver, alors que Frances fouillait dans le grenier à la recherche de vieilles partitions, elle fit une découverte troublante. Dans une boîte poussiéreuse marquée « Elizabeth Mackenzie, personnel », elle trouva un journal intime datant de 1960. En l'ouvrant délicatement, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Sur la première page, une photographie en sépia montrait sa grand-mère assise au piano, et à ses côtés, une chatte au pelage gris avec une marque distinctive sur le poitrail, une marque en forme de croissant de lune. Les mains tremblantes, Frances commença à lire le journal.
sa grand-mère écrivait à propos de sa fidèle compagne, une chatte nommée Stella, qui l'accompagnait pendant ses séances de pratique au conservatoire. Les descriptions étaient étrangement similaires au comportement de Luna, la même façon de réagir à certaines mélodies, la même habitude de s'asseoir sur le banc du piano, le même regard intense pendant les nocturnes de Chopin. « C'est impossible », murmura Frances, alors que Luna apparaissait soudainement à ses côtés, comme convoquée par ces révélations. La chatte fixa la photographie avec une intensité troublante, puis se mit à ronronner doucement, comme si elle reconnaissait l'image. Frances sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette découverte coïncida avec un autre événement remarquable. Le Conservatoire royal d'Édimbourg organisait un concours exceptionnel pour les jeunes talents, et Frances avait été sélectionnée pour y participer. Le morceau imposé était la ballade numéro 1 en sol mineur de Chopin, une pièce qu'elle n'avait jamais jouée auparavant mais qui, étrangement, semblait déjà familière à ses doigts. Pendant les semaines de préparation, des choses étranges se produisirent. La nuit, Frances rêvait de mélodies qu'elle n'avait jamais entendues, mais qui semblaient anciennes et familières. À son réveil, elle trouvait souvent Luna assise sur le clavier du piano, comme si elle l'attendait. Plus surprenant encore, lorsque Frances commençait à jouer ses mélodies rêvées, Luna réagissait avec une reconnaissance évidente, ses yeux brillant d'une lueur particulière. Robert Mackenzie, témoin silencieux de ces événements, commença à faire des recherches sur l'histoire de sa défunte mère. Il découvrit que Elisabeth avait été considérée comme une interprète exceptionnelle de Chopin, particulièrement reconnue pour sa version de la ballade numéro 1. Les critiques de l'époque parlaient d'une connexion spirituelle avec la musique, d'une interprétation qui semblait guidée par une force mystérieuse. Un soir, alors que Frances pratiquait pour le concours, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au moment où elle attaquait le passage le plus complexe de la ballade, ses doigts semblèrent bouger d'eux-mêmes, guidés par une mémoire qui n'était pas la sienne. Luna, assise à sa place habituelle, émit un son étrange, presque comme une mélodie. Le père de Frances, qui passait devant la porte du salon, s'arrêta net, stupéfait. La musique qui s'échappait du piano était identique aux enregistrements de sa mère qu'il gardait précieusement. Dans les jours qui suivirent, Frances passa de longues heures à étudier le journal de sa grand-mère, découvrant des parallèles de plus en plus troublants entre leurs vies. Elisabeth écrivait souvent sur la sensation d'être guidée par une présence bienveillante pendant qu'elle jouait, une présence qui prenait la forme d'une chatte grise aux yeux d'or. Elle mentionnait également des rêves prémonitoires liés à la musique, des mélodies qui lui venaient en dormant, exactement comme cela arrivait maintenant à Frances. La date du concours approchait, et avec elle, le sentiment grandissant que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Luna semblait plus attentive que jamais, passant des heures à observer Frances pendant qu'elle pratiquait, ses yeux dorés reflétant une sagesse ancienne qui dépassait l'entendement. La musique qui emplissait la maison des Mackenzie semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si le passé et le présent se fondaient en une seule mélodie intemporelle. Le jour du concours arriva, baigné dans une lumière automnale qui filtrait à travers les vitraux du Conservatoire royal d'Édimbourg. Frances, vêtue d'une robe bleu nuit, attendait dans les coulisses, ses doigts répétant silencieusement les notes de la ballade de Chopin. Luna, contre toute attente, avait réussi à se faufiler dans le bâtiment, suivant Frances comme une ombre protectrice. Dans la salle d'attente, un détail attira l'attention de Frances. Sur le mur, parmi les portraits des anciens professeurs du conservatoire, elle reconnut immédiatement le visage de sa grand-mère, Elisabeth Mackenzie. Mais ce qui la frappa, ce fut l'inscription sous la photo, Elisabeth Mackenzie, lauréate du concours international de piano 1960, disparue mystérieusement avant sa dernière représentation publique. Cette révélation inattendue fit naître 1000 questions dans l'esprit de Frances. Son père ne lui avait jamais parlé de cette disparition. Alors qu'elle contemplait le portrait, Luna sauta soudainement sur une chaise proche et fixa l'image avec une intensité troublante. Un professeur passa à ce moment-là et s'arrêta net, stupéfait. « C'est extraordinaire », murmura-t-il, « cette chatte, elle ressemble trait pour trait à celle qui apparaît sur les vieilles photos d'Elisabeth Mackenzie. J'ai toujours pensé que c'était une légende, mais les anciens parlent encore de la mystérieuse chatte qui l'accompagnait pendant ses concerts. » Avant que Frances ne puisse répondre, on l'appela pour sa performance. En se dirigeant vers la scène, elle sentit une étrange sensation l'envahir, comme si elle marchait dans les pas de quelqu'un d'autre. Luna la suivit jusqu'à l'entrée de la salle de concert, s'asseyant dignement près des portes. Le grand piano à queue noire brillait sous les projecteurs. Frances s'installa sur le banc, ajustant sa position comme elle l'avait fait des centaines de fois chez elle.
Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. L'air semblait vibrer d'une énergie particulière. Dans le public, son père était assis au premier rang, son visage reflétant un mélange d'anxiété et d'émerveillement. Lorsque ses doigts touchèrent les premières touches, le monde autour d'elle sembla se transformer. Les notes s'élevèrent dans l'air, mais ce n'était plus vraiment Frances qui jouait. Ses mains semblaient guidées par une force invisible, une présence bienveillante qui connaissait chaque nuance, chaque respiration de la musique. Dans son esprit défilaient des images qu'elle n'avait jamais vues, sa grand-mère, jeune et radieuse, jouant sur ce même piano, avec une chatte grise assise à ses côtés. La ballade se déployait sous ses doigts avec une intensité croissante. Le public était captivé, retenant son souffle devant cette interprétation qui transcendait la simple technique. Même les juges les plus expérimentés semblaient touchés par quelque chose qui dépassait la simple performance musicale. Dans un coin de la salle, Luna observait, ses yeux dorés brillant d'une lueur étrange. À un moment crucial de la pièce, alors que Frances attaquait le passage le plus complexe, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une légère brume sembla envelopper le piano, visible uniquement pour ceux qui étaient suffisamment attentifs pour la remarquer. Les notes s'élevaient, portées par une émotion qui semblait venir d'un autre temps. Dans le public, une vieille dame se pencha vers Robert Mackenzie, les larmes aux yeux. « C'est impossible, murmura-t-elle, elle joue exactement comme Elisabeth. Même les gestes, la façon de pencher la tête. C'est comme si Elisabeth était revenue parmi nous. » La performance touchait à sa fin, et Frances sentait une connexion profonde avec quelque chose qui la dépassait. Dans les dernières mesures de la ballade, elle eut la sensation distincte qu'elle n'était pas seule sur scène. Une présence chaleureuse l'entourait, comme si sa grand-mère était là, guidant ses mains vers les dernières notes. Lorsque le dernier accord résonna dans la salle, un silence absolu s'installa, rapidement suivi par une explosion d'applaudissements. Frances se leva, encore étourdie par l'expérience qu'elle venait de vivre. En quittant la scène, elle croisa le regard de Luna, et dans ses yeux dorés, elle crut voir briller une sagesse millénaire. Cette performance marquait le début d'une nouvelle phase dans la vie de Frances, mais aussi le commencement d'une quête pour comprendre le mystère qui entourait sa grand-mère. Le journal intime trouvé dans le grenier n'était que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste, une histoire qui traversait les générations, liée par la musique et la présence énigmatique d'une chatte au pelage gris. La victoire de Frances au concours lui ouvrit les portes du prestigieux Conservatoire royal d'Édimbourg, la même où sa grand-mère avait enseigné des années auparavant. À 16 ans, elle devint la plus jeune étudiante admise dans le programme avancé, un fait qui ne manqua pas de susciter curiosité et admiration parmi les professeurs. Le vieux bâtiment victorien regorgeait d'histoire et de mystères. Frances découvrit rapidement que les couloirs sinueux et les salles de pratique semblaient avoir leur propre mémoire. Luna, qui l'accompagnait fidèlement chaque jour, semblait connaître les lieux par cœur, guidant parfois Frances vers des endroits qu'elle n'avait jamais explorés. Un jour, alors qu'elle suivait Luna dans un corridor peu fréquenté, Frances découvrit une petite porte dissimulée derrière une tapisserie. La serrure était ancienne, mais à sa grande surprise, la clé qu'elle avait trouvée attachée au journal de sa grand-mère s'y adaptait parfaitement. À l'intérieur se trouvait un petit bureau personnel, resté intact depuis des décennies. Sur le pupitre, une partition jaunie par le temps attira immédiatement son attention. Une composition originale d'Elizabeth Mackenzie, lue Frances sur la première page. Les notes manuscrites révélaient une mélodie complexe, entremêlée d'annotations mystérieuses. Dans les marges, Elisabeth avait griffonné des phrases énigmatiques, « La musique est un pont entre les mondes, et certaines mélodies peuvent ouvrir des portes que nous ne soupçonnons pas. » Madame Laurent, la directrice du département de piano, surprit Frances dans le bureau. Au lieu de la réprimander, elle s'assit près d'elle, son visage trahissant une émotion contenue. « J'étais l'une des dernières élèves de votre grand-mère, » révéla-t-elle. Elisabeth travaillait sur une théorie fascinante concernant la relation entre la musique et quelque chose de plus profond. Elle parlait souvent d'une mélodie particulière qui pourrait transcender le temps. Luna, assise sur le rebord de la fenêtre, observait la scène avec une attention particulière. Madame Laurent la remarqua et eut un mouvement de recul. Cette chatte, elle est identique à celle qui accompagnait toujours Elisabeth. Même marque, même regard. C'est troublant. Dans les semaines qui suivirent, Frances passa des heures à étudier la composition de sa grand-mère. Les notes semblaient familières, comme un écho lointain des mélodies qui hantaient ses rêves. Luna restait constamment à ses côtés, réagissant de manière étrange à certains passages musicaux. Un soir,
alors que Frances répétait la pièce pour la 100e fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les notes résonnèrent différemment, comme si elles créaient des vibrations dans l'air lui-même. Luna se mit à tourner autour du piano, ses yeux brillant d'une lueur phosphorescente. Soudain, les murs de la pièce semblèrent devenir translucides, laissant entrevoir des images du passé. Frances vit sa grand-mère, jeune et concentrée, assise au même piano. À ses côtés, une chatte identique à Luna observait ses mouvements. Elisabeth jouait la même mélodie, mais avec des variations subtiles que Frances n'avait pas encore découvertes. Les images s'estompèrent aussi vite qu'elles étaient apparues, laissant Frances bouleversée mais déterminée. Dans son journal, Elisabeth avait mentionné une théorie sur la résonance harmonique entre les âmes, suggérant que certaines mélodies pouvaient créer des ponts à travers le temps. Elle croyait que la musique n'était pas simplement un art, mais un langage universel capable de transcender les limites de la réalité ordinaire. La présence de Luna prenait désormais un nouveau sens. Elle n'était pas simplement un chat, mais un guide, un lien vivant entre Frances et le mystère qui entourait sa grand-mère. Chaque note jouée semblait les rapprocher un peu plus de la vérité, une vérité qui dépassait l'entendement ordinaire. Robert Mackenzie, informé des découvertes de sa fille, commença à partager des souvenirs longtemps enfouis. Il se rappelait comment sa mère parlait d'une « mélodie parfaite », une composition qui pourrait révéler quelque chose d'extraordinaire. Elle avait disparu avant de pouvoir la terminer, laissant derrière elle un héritage musical énigmatique que Frances semblait destinée à comprendre. Le printemps s'installait sur Édimbourg, baignant le conservatoire d'une lumière nouvelle. Frances avait passé des mois à décrypter la composition de sa grand-mère, découvrant des motifs cachés dans les notes qui semblaient former un langage secret. Chaque fois qu'elle jouait certaines séquences, Luna manifestait un comportement particulier, comme si la musique éveillait en elle des souvenirs d'une autre époque. Madame Laurent devint une alliée précieuse dans cette quête. Un après-midi, elle apporta à Frances une boîte d'archives contenant des enregistrements inédits d'Elisabeth. Votre grand-mère parlait souvent d'une théorie selon laquelle la musique pouvait créer des résonances entre différentes époques, expliqua-t-elle. Elle croyait que certaines compositions pouvaient agir comme des clés, ouvrant des portes vers des moments du passé. En écoutant les vieux enregistrements, Frances remarqua quelque chose d'étrange. Dans le fond de certaines pistes, on pouvait entendre un ronronnement distinctif, presque musical. Luna, assise près du tourne-disque, réagissait intensément à ces sons, ses oreilles se dressant à certains passages spécifiques. Un jour, alors qu'elle pratiquait dans le bureau secret, Frances fit une découverte cruciale. En superposant la partition inachevée avec les annotations du journal, elle réalisa que sa grand-mère avait dissimulé des indices dans la structure même de la composition. Les mesures incomplètes n'étaient pas des erreurs, mais des espaces délibérément laissés vides, attendant d'être complétés par quelque chose, ou quelqu'un. Robert Mackenzie, intrigué par les découvertes de sa fille, retrouva une vieille photographie dans ses archives familiales. Elle montrait Elisabeth lors de son dernier récital, la veille de sa mystérieuse disparition. Sur l'image, un détail troublant apparaissait, sur le piano était posée une partition similaire à celle que Frances avait trouvée, mais celle-ci semblait complète. La présence de Luna devenait de plus en plus significative. Elle semblait comprendre la musique d'une façon qui dépassait l'entendement. Parfois, lorsque Frances hésitait sur certains passages, Luna touchait précisément les touches du piano avec sa patte, comme pour suggérer la note manquante. Madame Laurent organisa une soirée spéciale au conservatoire, dédiée à la mémoire d'Elisabeth Mackenzie. Frances fut invitée à jouer la composition inachevée de sa grand-mère. Pendant qu'elle se préparait, elle remarqua que Luna semblait particulièrement agitée, comme si elle pressentait quelque chose d'important. La salle de concert était pleine ce soir-là. Des anciens élèves d'Elisabeth étaient venus du monde entier pour l'occasion. Luna prit sa place habituelle près du piano, ses yeux dorés brillant d'une lueur intense. Lorsque Frances commença à jouer, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les notes semblaient prendre vie, créant des motifs lumineux dans l'air. La mélodie se déployait comme jamais auparavant, chaque note résonnant avec une clarté cristalline. Frances sentait ses doigts guidés par une force inexplicable, complétant naturellement les mesures manquantes de la partition. Dans le public, les spectateurs étaient hypnotisés. Certains juraient voir des formes danser dans l'air, d'autres sentaient une présence bienveillante emplir la salle. Luna, immobile près du piano, émettait un ronronnement profond qui semblait se mêler parfaitement à la musique. Soudain, alors que Frances atteignait la partie inachevée de la composition, une mélodie nouvelle émergea de ses doigts.
C'était comme si quelqu'un d'autre jouait à travers elle, complétant l'œuvre d'Elisabeth avec une grâce et une assurance surnaturelles. Les notes s'entremêlaient dans une danse complexe, créant des harmonies qui semblaient transcender le temps lui-même. Robert Mackenzie, assis au premier rang, reconnut immédiatement le style de sa mère dans ces nouvelles mesures. Les larmes aux yeux, il comprit que sa fille était en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépassait la simple performance musicale. La dernière note de la composition résonnait encore dans la salle de concert lorsqu'un phénomène extraordinaire se produisit. La lumière sembla changer, créant un kaléidoscope de couleurs autour du piano. Luna, toujours assise près de Frances, émit une lueur douce, presque phosphorescente. Le public, stupéfait, assistait à un spectacle qui dépassait l'entendement. Dans cet instant suspendu entre deux mondes, une silhouette translucide apparut près du piano. Elisabeth Mackenzie, jeune et rayonnante comme sur ses anciennes photographies, se tenait là, souriant à sa petite fille. Elle ne prononça aucun mot, mais son regard exprimait tout, la fierté, l'amour, et la confirmation que Frances avait enfin percé le mystère de sa composition. La musique n'est pas simplement un art, avait écrit Elisabeth dans son journal, c'est un pont entre les âmes, un langage qui transcende le temps et l'espace. Frances comprenait maintenant pleinement le sens de ces mots. La composition n'avait jamais été véritablement inachevée, elle attendait simplement le bon moment, la bonne personne pour la compléter. Luna s'approcha de la silhouette d'Elisabeth, et pour un bref instant, leurs formes semblèrent se fondre l'une dans l'autre. Frances comprit alors la vérité, Luna n'était pas simplement une réincarnation du chat d'Elisabeth, elle était une gardienne, un guide spirituel qui veillait sur le don musical de la famille Mackenzie à travers les générations. Robert Mackenzie, témoin de cette scène surréaliste, sentit des années de questions trouver enfin leur réponse. Sa mère n'avait pas disparu, elle s'était transformée, devenant partie intégrante de la musique qu'elle aimait tant. À travers Luna, elle avait continué à guider et protéger sa famille, attendant le moment où le cercle pourrait être complété. Madame Laurent s'avança vers le piano, tenant dans ses mains un coffret en bois sculpté. « Elisabeth m'avait confié ceci, dit-elle d'une voix émue, en me demandant de le remettre à la personne qui compléterait sa mélodie. » À l'intérieur, Frances découvrit des partitions originales et un médaillon en argent gravé d'une lune et d'une clé de sol entrelacée. La composition complétée fut nommée « L'harmonie des âmes », un titre qui capturait parfaitement l'essence de cette œuvre unique. Elle devint rapidement célèbre dans le monde musical, non seulement pour sa beauté extraordinaire, mais aussi pour l'étrange sensation de plénitude qu'elle procurait à tous ceux qui l'écoutaient. Frances continua à se produire à travers le monde, toujours accompagnée de Luna. Leur présence sur scène créait une magie particulière, comme si chaque performance ouvrait une fenêtre vers un autre monde. Les critiques parlaient d'une « musique qui touche l'âme », sans savoir à quel point cette description était littéralement vraie. Le Conservatoire royal d'Édimbourg créa une bourse d'études spéciale au nom d'Elisabeth Mackenzie, destinée aux jeunes musiciens qui montraient une sensibilité particulière à la dimension spirituelle de la musique. Dans le hall d'entrée, un nouveau portrait fut accroché, montrant 3 générations de femmes Mackenzie, Elisabeth, Frances, et entre elles, une mystérieuse chatte au pelage gris et aux yeux dorés. La véritable nature de Luna resta un secret partagé uniquement au sein de la famille Mackenzie. Mais tous ceux qui assistaient au concert de Frances pouvaient sentir qu'il y avait quelque chose de magique dans la façon dont la musique prenait vie sous ses doigts, guidée par la présence bienveillante d'une gardienne aux yeux d'or. Le soir, dans l'intimité de son studio, Frances continuait à explorer les mystères de la musique avec Luna à ses côtés. Ensemble, elles tissaient de nouvelles mélodies, créant des ponts entre le passé et le présent, entre le visible et l'invisible, perpétuant ainsi l'héritage extraordinaire d'Elisabeth Mackenzie.